Je vais me répéter une fois encore. La répétition est pédagogique. Ces retrouvailles, nous les organisons à l'occasion du départ à la retraite de notre collègue et ami Cheikh Ndiaye, que nous voulons saluer. Et tout à l'heure, la conférence sur les bouts de bois de Dieu de Saint Ben Ousmane était si intéressante que nous n'avons pas vu le temps passer. Mais, vous savez, le culte du temps n'est pas africain. Ce que je veux dire, et je peux m'asseoir, prétexté de Marx pour le dire. Dans le premier livre du Capital, Marx écrivait ceci: bientôt le temps sera tout, l'homme ne sera plus rien. Et nous vivons ça tous les jours autour de nous. Voyez-vous, où les gens sont bousculés par le temps. Et nous venons de faire la preuve que nous ne sommes pas bousculés par le temps. Il vaut mieux que ce soit nous qui bousculions le temps que de nous laisser bousculer par lui. Une fois que cette précision est faite, je vais présenter mon frère et désormais ami, Edoé Agodjan, qui va nous faire donc une conférence sur l'improvisation économique en Afrique de l'Ouest. C'est le titre d'un ouvrage qui a été publié par un universitaire togolais que nous espérons avoir la chance de recevoir ici en février prochain pour qu'il nous présente son livre lui-même. C'est une critique des politiques publiques en Afrique et surtout du rapport que le colonisé dans nos pays entretient avec la monnaie. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le franc CFA, qui est la monnaie des pays francophones d'Afrique, est encore très attaché au départ au franc français et actuellement à l'euro. Ce qui fait que nous ne sommes indépendants que formellement. Parce qu'un pays qui n'a pas de monnaie, qui est une des assises de la souveraineté, on peut se demander comment de tels pays sont indépendants. C'est un peu de ça que va nous parler tout à l'heure Edoé Agodjan. Edoé Agodjan a fait une thèse de doctorat à l'Institut des hautes études internationales de Genève. Il est spécialiste en études de développement. Il a travaillé à l'Université d'Ottawa. Il est en ce moment consultant et c'est une manière de faire une entrée en matière, surtout que Nouboupo a été dans ton jury de soutenance, donc tu pourras lui dire que tu as commencé par déblayer le terrain pour lui avant février. Merci. Oui, exactement, merci. Donc, merci. Je vois surtout ma présentation comme une introduction à la thèse de l'improvisation économique, qui est une manière de regarder l'action publique en Afrique de l'Ouest, en fait. Et comme Joseph vient de le dire, on aura certainement l'occasion d'avoir M. Kako lui-même pour parler plus en détail de son ouvrage. Donc, ma présentation va surtout constituer une introduction à la thèse, au concept de l'improvisation économique. Et je vais faire ça, l'objectif de la thèse de l'improvisation économique, c'est de proposer une explication de la rationalité de l'action publique en Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? C'est que en Afrique de l'Ouest, comme dans d'autres contextes africains, les ressources sont rares et les menaces auxquelles la région doit faire face sont nombreuses. Et il faut faire des choix économiques rationnels, c'est-à-dire que pour pouvoir analyser les ressources dont on dispose, les contraintes budgétaires qu'on a, et sur cette base-là, faire les choix optimaux, donc les choix qui peuvent permettre d'atteindre les résultats que l'on souhaite avoir. Et ça, c'est une problématique qui est commune à tous les pays et qui se pose dans cette région-là plus spécifiquement. Mais le problème, c'est que quand on observe l'action des décideurs politiques, quand on analyse les politiques publiques dans la zone,
on se rend compte qu'il y a beaucoup de contradictions. On a l'impression que souvent on est dépassé par les événements, on n'arrive pas à anticiper les risques, on n'arrive pas à anticiper les menaces, alors que normalement l'action, la gestion, ça devrait nous permettre d'anticiper les menaces et de prendre les décisions qu'il faut pour pouvoir les gérer. Et donc quand on observe ce désordre-là ou cette incompréhension, ces contradictions dans les politiques, on se dit, mais les gens qui gouvernent, les gouvernants de ces pays-là, sur comment est-ce qu'ils raisonnent, comment est-ce qu'ils agissent, comment est-ce qu'ils font leurs choix. Et il y a plusieurs explications qui ont été proposées. Et ici, on met l'accent sur le contexte d'improvisation économique pour proposer un cadre explicatif de ce mode d'intervention-là que les gouvernants de ces régions-là ont. Donc, l'objectif de la présentation, c'est d'introduire ce concept-là. Et juste pour être sûr qu'on parle de la même chose, quand on parle de l'Afrique de l'Ouest, vous savez que l'Afrique est divisée en 5 régions économiques. Dans le cadre de l'Union africaine, donc la perspective d'aller vers une intégration continentale. Et l'Afrique de l'Ouest, c'est la zone 2, donc la zone qui regroupe un certain nombre de pays francophones, donc 7 pays francophones plus la Mauritanie. Les pays anglophones tels que le Nigeria, le Ghana, la Sierra Leone, le Libéria, et des pays lusophones qui sont le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, etc. Et dans cette zone-là, on a plusieurs monnaies. Donc, c'est important de le mentionner parce que cette zone est censée être une communauté économique. Donc, autour de ce que nous appelons la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et ça, c'est un peu la même chose que l'Union européenne. Donc, une communauté économique où il y a libre circulation des biens et services, libre circulation des personnes, union douanière, donc même taxation par rapport aux pays tiers. Donc, l'idée, c'est de construire entre tous ces pays-là une union douanière à l'image de ce que l'Union européenne a. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas encore une seule monnaie, l'euro, comme l'Union européenne l'a. On a plusieurs monnaies, dont une monnaie qui est commune à 7 pays francophones et un pays lusophone qui est la Guinée-Bissau, donc qui est le franc de la communauté financière d'Afrique, donc le franc CFA, et d'autres monnaies qui sont particulières aux autres pays, donc le cedis par exemple au Ghana, le naira au Nigeria, et les autres pays aussi ont leur propre monnaie. Mais la perspective, c'est d'amener l'ensemble de ces pays-là vers une monnaie unique. Donc en 2017, la décision a été déjà prise par les chefs de l'État. On va mettre en place un institut monétaire au niveau régional qui va préparer l'entrée vers cette monnaie unique-là. Et donc ça pose un certain nombre de questions. Comment est-ce que dans cette région-là, on gère cette politique monétaire-là qui est très liée à la politique budgétaire, donc à la capacité de financement des États. Comment est-ce qu'on arrive à gérer ça pour qu'on puisse faire face aux défis et aux menaces auxquelles la région doit faire face? C'est important de le mentionner et je vais discuter un peu de ça en 3 points. D'abord, introduire brièvement la région. Pourquoi la question de la monnaie est aujourd'hui très importante pour la région. Et ensuite, introduire brièvement le concept même de l'approche même de l'improvisation économique et terminer avec le cas spécifique de la politique monétaire. Donc, au niveau de la région, pourquoi la question est importante? La question est importante parce qu'aujourd'hui, on a en face 2 discours sur la région ouest-africaine. D'accord, d'abord un discours très positif sur la région et qui est mené par les institutions internationales, donc notamment les institutions de Bretton Woods, donc je veux dire la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et les autres institutions internationales, le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement et le BIT. Donc en gros, ce qu'ils disent, c'est que la région est aujourd'hui
très dynamique. Il y a de bonnes raisons d'être optimiste, et c'est vrai. Quand on va dans la région, on voit que les choses changent très vite. Les villes se développent, les infrastructures se développent, les conditions, les statistiques montrent qu'il y a une amélioration constante des conditions économiques et sociales en Afrique de l'Ouest. Et la croissance économique est assez forte. On table sur une croissance qui va autour de 7%. Quand nous pensons que la France est en train de lutter pour avoir une croissance de 1% et qu'on est ici dans une région où il y a une croissance de 7%, il y a quand même quelque chose qui attire les investisseurs. Et on voit que les foreign direct investment, les investissements directs étrangers ont tendance à augmenter, à s'accroître très rapidement dans cette région-là, parce que la région est vue de plus en plus comme une région attractive pour les investissements. Pour un certain nombre de raisons. D'abord, la région abrite désormais la première puissance économique de l'Afrique, qui est le Nigeria. Avant, c'était l'Afrique du Sud, mais depuis l'année passée, le Nigeria est passé au-dessus, est devenu la première puissance économique de toute l'Afrique. Et non seulement c'est la première puissance économique, c'est aussi le pays le plus peuplé d'Afrique. Et je vais revenir un peu là-dessus parce que avoir le pays le plus peuplé, ça implique un certain nombre de choses. Donc, par exemple, une forte densité de population. Et quand on compare la densité de population de la région avec la densité de population des autres régions africaines, on voit qu'il y a là une potentialité. La densité de population en Afrique de l'Ouest est autour de 54 habitants par kilomètre carré, alors que dans le reste de l'Afrique, il est autour de 30 habitants par kilomètre carré. Donc là, il y a une forte concentration de population, ce qui veut dire qu'il y a une possibilité de développer les économies d'agglomération, c'est-à-dire avoir des économies dans lesquelles les coûts de transaction sont moins chers, le transport coûte moins cher parce qu'il y a plus de gens qui peuvent partager les coûts de la distribution des biens et des services. Donc, il y a cette potentialité-là qui est là, qu'on peut exploiter au niveau de cette région-là. Au-delà du Nigeria, il y a d'autres pays qui sont en train de connaître un boom économique. Je pense par exemple à la Côte d'Ivoire. Au cours des 2 dernières années, la Côte d'Ivoire a présenté des résultats économiques extraordinaires. Bien que le pays soit sorti d'une crise et d'un conflit armé il y a très peu, le travail qui a été fait au cours des 2 dernières années a été extraordinaire et on voit un boom économique et on table vers un taux de croissance qui s'approche des 10%. On a de l'autre côté le Ghana qui a découvert le pétrole tout récemment et qui présente aussi de bonnes opportunités de croissance. Et on a d'autres régions comme le Niger qui potentiellement peuvent aussi exploiter le pétrole très prochainement. Donc, en gros, dans toute cette région-là, il y a une potentialité de croissance qui est très importante. Et les expériences passées depuis la crise de 2008 montrent que la région a démontré une capacité de résilience par rapport aux chocs exogènes très importante. C'est-à-dire que la crise de 2008, la crise financière de 2008 a très peu touché la région. Les banques ont mieux résisté à la crise. Bon, on dira, les mauvaises langues diront que c'est parce qu'elles ne sont pas très développées et qu'elles ne sont pas connectées au marché international. Mais il y a aussi un fait qui est là, que ces banques ont mieux résisté à la crise internationale que dans certaines autres régions. Et aujourd'hui, quand on prend l'Afrique dans son ensemble, la région ouest africaine est la 2e région la plus importante après la région de l'Afrique du Nord, l'Afrique du Nord. Et quand je parlais des populations, donc en gros, on pense qu'il y a d'abord des dividendes démographiques qu'on peut tirer de la zone à cause des économies d'agglomération que j'avais évoquées entre temps. On voit qu'il y a une classe moyenne qui se développe très rapidement, donc un meilleur pouvoir d'achat, donc un marché plus attractif pour les investisseurs. Et chose très importante, c'est que, comme vous le savez, la Chine, le coût moyen
du facteur humain en Chine tend à augmenter. Et donc la Banque mondiale estime que dans les années à venir, il va y avoir de la délocalisation des entreprises, des firmes chinoises. Et aujourd'hui, l'Afrique présente davantage d'atouts pour accueillir certaines de ces entreprises-là. Pourquoi? Parce que quand la globalisation avait commencé, la mondialisation avait commencé, l'Afrique n'était pas très compétitive à cause du coût de transport, parce que c'était très difficile. Aujourd'hui, les infrastructures se sont beaucoup améliorées, donc les coûts de transport sont un peu mieux maîtrisés. Et l'autre, c'est au niveau du capital humain, il y a plus de formation, il y a des gens beaucoup plus qualifiés qui peuvent servir dans les entreprises. Donc, potentiellement, on peut attirer davantage d'entreprises délocalisées de la Chine. Et l'autre élément qui est très important, c'est aussi l'amélioration de la gouvernance économique. Les pays ont mené beaucoup de réformes. Le nombre de jours requis pour créer une entreprise aujourd'hui dans la région a beaucoup diminué. Il y a des réformes au niveau même de la gouvernance financière et qui rassurent un peu les investisseurs étrangers. Donc, toutes ces conditions-là mises ensemble permettent de dire que la région présente de fortes potentialités de développement et les institutions de Bretton Woods tablent sur ça. Donc ça, c'est le premier discours qui est en vogue sur le continent. Le deuxième discours met beaucoup l'accent sur les risques et les menaces que l'on observe dans la région. Vous le savez très bien, il y a les menaces sécuritaires, donc Boko Haram au Nigeria. Et puis, quand vous prenez cette carte-là, par exemple, vous avez une localisation des menaces dans la sous-région. Vous avez des menaces au Mali, au nord du Mali avec la guerre au Mali, au Nigeria avec Boko Haram, et vous avez un ensemble de pays qui sont considérés comme des États fragiles parce que la politique de démocratisation n'est pas suffisamment avancée. Je pense par exemple à mon pays, le Togo, où on a l'impression que ça peut à n'importe quel moment se détériorer encore. Donc il y a une instabilité politique qui est là et qui est aussi liée à un fait qui est le chômage des jeunes. Donc on parlait tout à l'heure de la colère. Il y a une colère, il y a un désenchantement, une frustration des jeunes qui est présente à cause du chômage. Et on peut s'attendre à ce que ça s'exprime d'une manière ou d'une autre, d'une forme violente d'ici là. Et cette jeunesse qui constitue une portion très importante de la population, puisque la population comprise entre 15 ans et 40 ans représente plus de 60% de la population africaine. Donc c'est une population qui est susceptible d'être recrutée par les groupes terroristes ou d'être l'objet de recrutement dans les groupes terroristes. Donc ça c'est un élément. Et l'autre élément qui apparaît de plus en plus, c'est